Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Je vous le disais, on va essayer quand même de rêver, de penser un peu nos vacances dans cette actualité un peu chargée. On va en parler tout de suite avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Jean-François Rial, le président de Voyageurs du Monde. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Merci d'être là. Avec vous, on va faire un peu la géopolitique du tourisme. On va voir que ça a forcément des incidences. On va parler de qu'est-ce qui fait rêver ou pas les Français. Et puis ensuite, je recevrai Vincent Beaufils, qui est le directeur de la publication de Challenge. Il publie Les patrons sont-ils des monstres? Cupides, mégalos, autocrates, narcissiques. Ben, vous nous direz si vous faites partie de ces grands patrons. Voilà. Et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Jean-François Rial, est-ce que d'abord Voyageurs du Monde, en 2 mots, c'est quoi? On peut toujours le rappeler. C'est un voyagiste spécialisé dans 2 métiers. Le voyage sur mesure, d'abord, qui est son origine. On trouve de tout, quoi. Voilà, on fabrique son voyage selon ses envies, ses inspirations, avec des spécialistes payés, etc. Et puis, un autre pôle, qui est le pôle aventure et vélo, qui est très fort chez nous, où on fait voyager les gens en trekking ou en vélo, ou sous toute forme très proche de la nature, dans des lieux un peu compliqués d'accès. Oui, et j'en profite pour dire que vous êtes non seulement un fan de football, de l'Olympique Lyonnais, on en dira un mot, mais aussi un fan de vélo. Tiens, vous avez publié, vous, Le chaos climatique n'est pas une fatalité, un livre qui a eu beaucoup de succès, vous étiez venu nous en parler, on en dira un mot. Juste une question, là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une seule introduction en bourse à Paris. C'est pas surprenant. Vous êtes coté sur Euronext. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous posez la question en disant « Oula, c'est trop compliqué, je vais peut-être me retirer » ? Non, on ne se pose pas cette question-là parce que, originellement, d'abord, on est issu de milieux financiers, donc on maîtrise ça assez bien. Voilà. Mais je comprends qu'aujourd'hui, s'introduire en bourse dans le contexte économique national, qui est quand même compliqué, dans le contexte géopolitique international qui est très compliqué, ce soit pas simple. C'est-à-dire que aujourd'hui, les investisseurs, ils ont besoin de visibilité, ils en ont pas beaucoup, quoi. Donc c'est pas idéal comme timing. Ouais. Et on va rappeler que vous faites quand même 750 millions de chiffre d'affaires, comme quoi le voyage, ça peut rapporter gros. Est-ce que on a vu 2024, le tourisme a retrouvé ses niveaux records? Est-ce qu'on a atteint un pic où vous pensez que 2025 sera encore une année record pour le tourisme mondial, Alors, je pense que 2025 sera une année record pour le tourisme mondial, malgré le cirque géopolitique. Oui. Ça montre l'appétit incroyable des gens pour le voyage. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ça fait 30 ans qu'on subit des crises sanitaires, géopolitiques, des guerres, etc. Et on a montré une résilience absolument incroyable. On est toujours en croissance. Vous voyez, cette année, par exemple, on est en croissance d'encore 6-7% sur 2025, dans un environnement national, parce qu'on a encore 70% français, et international, qui est vraiment pas simple. Donc il y a une espèce de résilience de cette activité qui est folle, malgré des tensions géopolitiques mondiales qui sont très lourdes. Oui, et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, chez vous, honnêtement, c'est des voyages que tout le monde ne peut pas s'offrir. Or, il y a de plus en plus de gens qui se les offrent. Donc, ça veut dire vraiment que les Français, ils économisent pour pouvoir faire des très beaux voyages. Exactement. Et puis, même si dans notre offre et dans tout notre éventail de marques, on propose des choses beaucoup plus abordables, mais il y a, si vous voulez, une proportion de gens qui voyagent chaque année qui est supérieure à celle d'avant, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Donc, c'est un métier dont on pense qu'en fait, il double tous les 15 ans. C'est très fort, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de métiers dont on pense qu'ils vont doubler tous les 15 ans en volume et en plus qui sont la première industrie mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tourisme, c'est la première activité mondiale économique. Oui, et en France, quoi, ça rapporte 8 milliards à peu près, c'est colossal. C'est très très important. Ça explique d'ailleurs que malgré notre déficit extérieur industriel, on équilibre notre balance des paiements, c'est pas la seule raison, mais en gros, on n'a pas de sortie de devises en France, on n'a pas de problème de financement de notre économie, parce qu'on en fait rentrer autant qu'on en sort. Et qui voyage en fait? Parce que alors les Français, on va voir ensuite un peu les destinations qu'ils
qu'ils souhaitent ou qu'ils ont prises ou qu'ils vont prendre. Mais est-ce que c'est les Chinois aussi qui poussent quand même le voyage vers les niveaux records? Parce qu'on disait qu'ils avaient arrêté de voyager, notamment après le Covid, bien sûr, mais pas que. Situation économique plus difficile que prévu. Est-ce que c'est le retour des Chinois ou c'est le retour de qui alors? Alors c'est d'abord une très forte croissance de tous les Européens. Les Européens sont le premier marché émetteur mondial, en particulier les Allemands, les Anglais, mais également les Français. Les Espagnols et les Italiens qui voyageaient moins voyagent de plus en plus. On a, je dirais, les Néerlandais voyagent beaucoup, les Scandinaves voyagent beaucoup. On a un très fort développement du voyage des Américains. Ah bon? Les Américains vers voyagent l'Europe? Pas que, Europe, Afrique, Asie. Il n'y a pas des destinations qui émergent plus que d'autres. Hein. Aujourd'hui, la planète est un espèce de puzzle où tout le monde va en permanence. Vous avez un peu de frein sur le Moyen-Orient pour des raisons évidentes, un peu de frein aussi sur l'Afrique pour un peu les mêmes raisons, parce que l'Afrique est assimilée plus ou moins à la déstabilisation, en particulier du Sahel, qui pose quelques problèmes sur certains pays africains. Mais l'Asie marche très très fort, l'Amérique du Sud marche bien, l'Europe marche très bien, les États-Unis souffrent, et pas que en France, dans toute l'Europe. C'est-à-dire que la destination États-Unis, avec les prises de position du président Trump, alors justement, ont posé plein de problèmes. Donc il y a plein de gens qui ont dit on va pas aux États-Unis. Mais globalement, c'est des épiphénomènes, si vous voulez. C'est-à-dire que mais quand même, alors puisqu'on va commencer à rentrer un peu justement dans les destinations choisies, sélectionnées. C'est sûr que l'Amérique ne fait plus rêver lorsqu'on regarde les chiffres. J'ai les chiffres devant moi, c'est quand même assez incroyable parce que c'est moins 4% l'année dernière et là c'est moins 18%, moins 21% au premier trimestre. Oui, c'est vrai, Edwige, mais pour moi c'est un épiphénomène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que les États-Unis sont boudés à cause de l'investiture et des prises de position. Mais c'est vraiment à cause de ça, on vous dit, vous qui, quand les gens viennent faire leur voyage chez vous, sur mesure par exemple, ils vous disent non, nous on ne veut plus y aller. Nous, on est historiquement un des leaders français du voyage sur mesure vers les États-Unis, et le voyage sur mesure vers les États-Unis, c'est la principale façon de voyager aux États-Unis, donc on maîtrise bien cette destination. C'est une forte baisse et très clairement nos clients nous disent on veut aller ailleurs. Mais encore une fois, c'est temporaire, ça va pas durer. D'ailleurs, je note que depuis le mois de mai-juin, ça commence à s'infléchir un peu, c'est-à-dire que ça repart. Donc en fait, tout ça, c'est comme Dubaï ou la Jordanie qui souffre pour des raisons évidentes, hein. Voilà. Attendez, vous inquiétez pas, on va faire le tour du monde avec vous, hein, vous êtes là pour ça. Non mais si vous voulez, ce que je pense, c'est qu'en fait, aucune destination à moyen, long terme ne va baisser. Aucune. Elles vont toutes monter parce que vous avez aujourd'hui 2,3 milliards ou 2,4 milliards d'individus qui voyagent dans le monde. Ça va monter et ça va doubler dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement, on pourrait se dire qu'à moyen terme, 80% de la population mondiale va voyager, quoi. Ouais. Plus ou moins loin, mais elle va voyager. Oui, mais en même temps, attendez, je sais pas, moi, vous vouliez ouvrir des agences à l'international, enfin plus, vous internationalisez, et puis vous avez appuyé sur le bouton pause, hein, pour l'instant, Jean-François. Non, mais on a quand même ouvert la Suisse alémanique, on va ouvrir... Oui, mais en dehors d'Europe. Oui, mais on va ouvrir un site mondial, parce qu'ouvrir des agences, c'est devenu quand même quelque chose d'un peu marginal dans la distribution de voyages. On va ouvrir un site mondial en janvier. On va ouvrir probablement l'Italie du Nord en 2026. Mais les États-Unis, oui, on est présent aux États-Unis. On a une agence qui nous appartient. Et puis notre site mondial va être quand même en anglais, donc il va fortement être présent sur les États-Unis. Mais c'est vrai que on est bien obligé, quand on voit cette conjoncture, de se dire, allons-y doucement, regardons ce qui se passe. Je note qu'aujourd'hui, sur 80% de nos départs de l'année, on est en croissance de 6%, 7%. Je n'en reviens pas. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'on ferait une année aussi bonne, alors qu'on avait fait une année 2024 record. Ouais. Alors, si justement, on rentre un tout petit peu, donc l'Amérique, ça fait plus rêver. Vous dites que ça va pas durer. Déjà, il y a une inflexion au mai-juin, on a noté. Les États-Unis, parce que le Canada cartonne et l'Amérique du Sud cartonne. Donc pas l'Amérique. L'Amérique du Nord, enfin les États-Unis. Les États-Unis. Les États-Unis, c'est la première fois de ma vie que je constate que les positions politiques, économiques d'un président démocratiquement élu font fuir les touristes. J'avais jamais vu ça de ma vie en 30 ans. Là, faut dire qu'on avait rarement vu aussi un début de présidence aussi folklorique avec Donald Trump. Et des conséquences quand même. Et ça a duré 4 mois et c'est pas forcément terminé.
Non, je suis d'accord avec vous. Juste un mot quand même. Canicule, on voit bien que la France, on souffre aujourd'hui, c'est quand même, paraît-il, la journée la plus chaude qu'on n'a jamais connue au mois de juin. Est-ce que les vacanciers, ils recherchent le froid? Moi, je vois autour de moi, ils sont tous en train de parler des îles Féroé, d'aller au Danemark, en Suède. Est-ce que c'est... Alors, ça fait plusieurs années que les destinations nordiques l'été cartonnent. Et ça continue. Se réveiller au mois de juin pour partir aux îles Féroé ou en Islande, c'est pas la peine. Hein. Il n'y a plus une seule place. Mais c'est surtout les destinations les plus traditionnelles du pourtour méditerranéen. Turquie, Italie, Grèce, Espagne, Portugal un peu moins, qui vont souffrir à terme l'été parce qu'elles vont devenir invivables. Donc il va y avoir moins de touristes en Méditerranée l'été et plus à l'automne et au printemps. Vous l'observez déjà pour cet été? Oui, clairement. Oui, la Grèce, pourtant, la Grèce... Et ça fait plusieurs années qu'on l'observe. Mais la Grèce baisse. La Grèce, il y a beaucoup de monde, parce qu'on voit le nombre, mais en fait, il y en avait encore plus il y a 2 ans. Ça baisse, la Grèce, l'été. D'ailleurs, la Grèce, c'est fantastique d'y aller au printemps, à l'automne, c'est merveilleux. Ne vous en privez pas, quoi. Mais clairement, la carte géopolitique mondiale du tourisme va changer avec le réchauffement climatique. Alors justement, la carte géopolitique, mais d'abord, changement climatique, c'est clair que ça va changer, on le voit bien, vous nous le confirmez. Et puis, il y a quand même l'aspect géopolitique, la guerre, bon, la Russie, l'Ukraine, tout ça, on oublie, la Crimée, on oublie évidemment. Mais est-ce qu'on oublie Petra? Est-ce qu'on oublie Israël? Est-ce qu'on oublie la mer Rouge? Est-ce qu'on oublie l'Égypte? Est-ce que c'est ça que vous observez? Israël, on oublie complètement. La Jordanie, on oublie en ce moment, mais il y a 3 mois, ça marchait encore très bien. Et je pense que le cessez-le-feu qui est organisé entre l'Iran et Israël et qui pourrait généraliser à l'ensemble de la région va faire qu'à mon avis, la Jordanie va vite repartir. L'Égypte souffre très peu de cette situation. L'Égypte est sur ses années records chez nous, en tout cas. C'est incroyable. Donc ça souffre pas. Je dirais que les destinations même du Golfe Persique... Mais vous parliez de Dubaï, Doha, tout ça. Alors, ça souffre en ce moment. Enfin, Doha, il n'y a pas grand monde qui va à Doha. Hein. Il n'y a pas grand-chose à foutre à Doha, quelque chose nous raconte l'Office du tourisme du Qatar. Le Qatar a beaucoup de qualités, mais pas celle d'être un très grand pays touristique. Par contre, les Émirats, oui. Dubaï, oui. Oman, oui. Et là, on est sur un frein parce que les aéroports ont été fermés à cause de la guerre, mais ça va repartir. Et puis là, c'est l'été, c'est pas du tout la bonne saison là, mais ça va repartir très fort. J'ai aucune inquiétude. Par contre, ce sont des destinations qui, à mon avis, vont souffrir encore plus du réchauffement climatique. C'est pour ça qu'il ferait bien d'écouter ce que je propose dans le bouquin que j'ai écrit avec Mathieu, de planter des centaines de millions d'arbres, parce que je pense que dans 20 ans, on pourra plus vivre dans ces pays. C'est ça que je pense. Parce que 50 degrés, c'est pas possible. Alors il faudra vivre dans la climatisation dans les tunnels. Mais la question se pose, mais je vous la poserai après. Donc je voudrais d'abord qu'on continue notre tour de piste. La Namibie, une grande destination. Non, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés, qui vont en Namibie. L'Afrique, est-ce que ça... L'Afrique australe, c'est-à-dire Namibie, Afrique du Sud, Botswana, et l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire Kenya et Tanzanie, sont plébiscités depuis 15 ans. C'est safe, c'est beau, il y a des très beaux lodges, les familles adorent à cause des animaux, ça marche très fort. C'est par contre très cher. C'est des destinations très chères. Alors quel est donc, et est-ce qu'il y a des pays qui sont sur la liste rouge du Quai d'Orsay? Oui, malheureusement, Mali et je dirais un certain nombre de pays d'Afrique du Sahel, comme le Burkina Faso qui était superbe. Malheureusement, évidemment, la Russie, alors que c'est un pays merveilleux, hein, la Russie. C'était une très grande destination de voyageurs du monde. On avait d'ailleurs des spécialistes sur la Russie, une vingtaine, qui étaient très pointus, qui sont toujours chez nous d'ailleurs, qui vendent d'autres choses. Mais je dirais que, à part les zones autour de l'Ukraine, les zones autour du Moyen-Orient, l'Afghanistan complètement déconseillé, et certains pays du Sahel, le reste du monde est ouvert. Et la Corée du Nord. Et le Pakistan? Nord de l'Inde. Ça dépend où on va. Moi, j'y suis allé il y a 2 ans. Quand vous allez dans la zone himalayenne, vous n'avez aucun souci.
Quand vous allez à la frontière afghane, plus problématique. Quand vous allez au sud à la frontière iranienne, plus problématique. Mais le Pakistan n'est pas un pays totalement déconseillé. Ça dépend des endroits. C'est nuancé. Donc, en résumé, si on fait le top 5 des destinations chez Voyageurs du Monde, c'est quoi? Égypte, Japon, ouais. Japon. Pour cet été, encore. Japon en premier. Okay. Japon, c'est la folie, le Japon. Égypte, Japon, Polynésie, Tanzanie et Italie. Ouais. Italie très fort. Oui, Italie très fort, oui. Il y a beaucoup de gens qui y vont aussi pour des raisons fiscales, mais ça, c'est encore un autre débat. Ouais, mais ça, c'est un autre chose. Il ne passe pas par nous. Il ne passe pas par vous, je pense. Est-ce que vous remontez souvent, puisque c'est vrai que l'activité vélo se développe beaucoup, enfin, tout ce que vous faites en vélo, ça se développe. Est-ce que le fait, vous-même, parce que vous écrivez un peu dans votre livre, le fait de plus vouloir prendre l'avion, notamment chez les plus jeunes, est-ce que ça reste très fort ou pas? Non, oui, ça baisse. Ça baisse, hein, oui, c'est français. Ça baisse, c'est-à-dire que la proportion de jeunes, le fameux Flysteam qui vient de Suède, a baissé auprès des populations des jeunes en Europe. Alors on peut trouver ça bien parce qu'on pourrait se dire, bon ben ils sont un peu plus réalistes. Mais moi qui suis voyagiste, je trouve ça pas bien parce que j'aimais bien, moi, ces jeunes qui peut-être poussaient le bouchon trop loin, même si je raconte dans notre chapitre 2 avec Mathieu Belloir le contraire sur l'avion et les solutions qu'on peut envisager. Mais moi, je trouve que la baisse de la conscience écologique n'est pas une bonne nouvelle. Oui, ben là, il faut dire que c'est un homme politique. Hein. Ben, c'est-à-dire que les conséquences vont être désastreuses pour nos enfants. C'est comme ne pas s'occuper du financement de notre système de retraite et de nos déficits publics. C'est-à-dire que c'est bien gentil, on voit tout ça à court terme, mais en réalité, ce sont nos enfants qui vont en payer le prix. Oui. Non, pardonnez-moi, c'est que quelqu'un passe devant la caméra. Oui, mais c'est sûr, mais vous recommandez de planter des arbres. Alors non, moi je reprends. Moi je ne recommande pas. C'est vraiment la solution. Alors je pense qu'on n'a pas d'autres alternatives parce qu'en fait, si vous êtes dans un squeeze, vous voulez pas dépasser 2 degrés parce que si vous dépassez 2 degrés de réchauffement, on est déjà à 1,5 aujourd'hui. Si vous dépassez 2 degrés de réchauffement, vous avez des risques d'accélération, de conséquences sur les climats qui sont beaucoup plus graves que celles qu'on a aujourd'hui, voire même, pourquoi pas, des questions existentielles sur la survie de l'humanité. Et en même temps, si vous voulez respecter 2 degrés, il faut baisser chaque année, d'ici 2050, de l'équivalent de ce qu'on a baissé dans les émissions mondiales sur le Covid. Donc c'est pas possible. Donc il faut acheter du temps. Pour acheter du temps, il faut diviser par 2 cet effort. En gros, c'est ça qu'on propose. Et pour diviser par 2 cet effort, il faut absorber massivement du carbone. Et la meilleure façon d'absorber massivement du carbone de façon réaliste et rapide, c'est de planter des arbres de façon massive. Donc c'est pas de planter des arbres pour planter des arbres, c'est que c'est la vraie solution. Il y a même des tribus aborigènes qui font ça dans la forêt amazonienne. Et puis encore une fois, moi, tous ceux qui me critiquent là-dessus, d'abord, je leur recommande de lire le livre qu'on a écrit parce qu'on répond à toutes ces critiques. Puis deuxièmement, je leur demande qu'est-ce qu'ils proposent, parce qu'ils proposent rien, quoi. Ouais. Ah, ça me fait marrer. Un mot juste, encore sur votre ferme du Perche, on peut en dire un petit mot? Bah, c'est une petite ferme qui est très productive. C'est une très très grosse ferme, comme. Non, c'est pas une grosse ferme, c'est une petite ferme, mais qui 300 000 € de chiffre d'affaires, faut le faire quand même. Qui a une belle production, qui est économiquement viable, qui produit au moins autant, si ce n'est plus, qu'en conventionnel, et qui rend des services écologiques et qui crée des emplois. Donc des fermes du Perche, il faut qu'il y en ait 1000. D'ailleurs, on a créé une école qui s'appelle la classe de la ferme du Perche, qui forme les gens à la méthode, au modèle économique, pour qu'on en ait 1000 et qu'on arrête d'acheter des fruits et des légumes bio dans le sud de l'Espagne qui sont pas bons et qui coûtent du CO2, alors qu'on pourrait produire chez nous. Voilà, vous avez compris ce qu'il fallait acheter. Merci Jean-François Rial, Voyageur du Monde. Donc comme ça, on a voyagé et vous avez compris là où il faut aller, là où il faut pas aller.